contre Julius Malema, chef du parti d'opposition combattant pour la liberté économique, qui a recueilli 44 voix. The candidates' votes are as follows. Les votes des candidats sont les suivants. Honorable J.S. Malema, 44 voix. Honorable M.C. Ramaphosa, 283 voix. En conséquence, je déclare l'honorable M.C. Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud. Duly elected president. Après avoir perdu sa majorité absolue lors des élections générales du 29 mai 2024, obtenant 159 des 400 sièges à l'Assemblée nationale, l'ANC, qui dirige l'Afrique du Sud depuis 30 ans, doit désormais partager le pouvoir avec notamment la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique, le Parti nationaliste Zulu, Inkatha Freedom Party et l'Alliance patriotique. Le président Cyril Ramaphosa s'est engagé à travailler au sein d'un gouvernement d'unité nationale pour le bien de tous les Sud-Africains. J'accepte cette réélection comme une grande responsabilité. Nous sommes tous Sud-Africains et je servirai tout le peuple et travaillerai même avec ceux qui ne m'ont pas soutenu. Je crois sincèrement que c'est une nouvelle ère d'espoir et aussi une ère d'inclusion. L'Afrique du Sud entre dans une nouvelle ère politique avec la fin de 3 décennies d'hégémonie de l'ANC. Pour le parti d'opposition Alliance démocratique, la fin de cette domination politique marque une étape importante dans la construction d'un avenir meilleur pour le pays. L'investiture du président réélu aura lieu le 19 juin 2024 à Pretoria, selon le gouvernement. Au Tchad, le Conseil national de transition a adopté ce jeudi 14 juin 2024 le programme de politique générale du gouvernement de la 4e République présenté par le Premier ministre Alamai Alina. Ce programme politique élaboré en cohérence avec les 12 chantiers du projet de société du président de la République vise notamment à répondre aux aspirations profondes du peuple tchadien. Sur les 170 membres du CNT, 165 ont voté pour l'adoption du programme, 1 a voté contre et 4 se sont abstenus. De manière concrète, dans le cadre de la mise en œuvre immédiate du programme politique du quinquennat 2024-2029 du chef de l'État, il est prévu un minimum de 3 000 milliards de francs CFA de dépenses d'investissement. Les axes prioritaires du programme de politique générale du gouvernement de la 4e République s'articulent autour de la refondation de l'État et des institutions, la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la relance économique et la création d'emplois, le développement des infrastructures, l'accès à l'éducation et à la santé de qualité, la promotion de la paix et de la sécurité et le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le président de la République a pris des engagements pour faire des réalisations au profit de chacune des 23 provinces de notre pays. Ces engagements couvrent en priorité les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'agriculture, de l'eau et de l'énergie, et prennent en compte la politique du gouvernement tendant à assurer le développement équilibré et inclusif de toutes nos provinces. Ce programme ambitieux, une fois mis en œuvre, a le potentiel de transformer positivement la vie des Tchadiens, selon les autorités. Le succès de ce programme dépendra de la collaboration et de la synergie entre le gouvernement, les institutions de la transition, les forces vives de la nation et l'ensemble des citoyens tchadiens, d'après le Premier ministre. Au Burkina Faso, alors que des manifestations anti-occidentales et anti-ONU battent leur plein dans la capitale, l'activiste et polémiste Kémi Séba s'est rendu dans le pays afin de rencontrer le chef de la junte Ibrahim Traoré et les soutiens de sa cause. Accusé de promouvoir la politique russe sur le continent et dans les pays francophones, il s'est défendu lors d'une conférence de presse en revenant sur la polémique des drapeaux russes lors des manifestations. Et devant les autorités russes, j'ai tenu un discours en disant que si la Russie faisait l'erreur en se rapprochant de l'Afrique, de vouloir reproduire les mêmes schémas néocoloniaux que ce que la France a commis, nous combattrons la Russie. Et c'est pour ça que je fais partie des rares gens qui s'opposent, lorsqu'il y a des manifestations en Afrique, à ce qu'on brandisse le drapeau de la Russie. Parce que je dis que quand on fait ça, on s'humilie. Vous ne verrez pas de drapeau brandi du Burkina Faso lors des manifestations en Russie. Alors il faut aussi que nous apprenions à éviter
Malheureusement, coup dur pour l'activiste, son meeting prévu ce samedi à Ouagadougou a été boycotté par les jeunes burkinabés. D'ailleurs, comme le montrent ces deux photos, il ne s'est pas présenté dans la salle quasi vide, à la déception de quelques fans. Je dirais complètement déçu parce que nous sommes là depuis 14 heures. Voilà, et attendre pendant 2 heures, 3 heures. Et au final, on vient vous annoncer que la conférence n'aura pas lieu. C'est vraiment une déception totale. Pour ces Burkinabés, les discours panafricains sont loin de la réalité du terrain, car des jeunes meurent au quotidien dans le désert et la Méditerranée tentant de rejoindre l'Europe. Pour Kader Zongo, c'est en gros la faute aux dirigeants qui n'offrent aucune perspective à la jeunesse africaine en quête d'un avenir meilleur. Aussi paradoxal que ce soit, il sera difficile à cette génération de croire au discours des nouveaux sauveurs quand les dirigeants ne disposent d'aucune volonté de changement. Ce n'est pas que c'est un paradoxe, mais ça ne cessera jamais. Ça ne cessera jamais parce que qu'est-ce qu'on offre en quelque sorte? Qu'est-ce que nos dirigeants offrent aux jeunes qui décident de braver les eaux pour aller à l'Occident? Voilà. Donc ici, ce qui pose problème, c'est ce que cette jeunesse-là ne retrouve pas ici, qui amène cette jeunesse-là à aller derrière les eaux, à braver la mer, les océans pour pouvoir aller trouver un meilleur avenir. Que vraiment les dirigeants africains emboîtent les mêmes pas pour vraiment une souveraineté totale des pays africains, ce qui va donner encore de l'espoir à la jeunesse. Ces jeunes burkinabés appellent non seulement à un travail de fond pour que les autorités s'investissent dans des programmes qui vont leur permettre de rester dans leur pays et de bénéficier des avantages qu'ils ont à l'extérieur. Ils attendent du gouvernement actuel le développement de l'agriculture quand on sait que le pays compte environ 80% d'agriculteurs, la lutte contre la corruption et le favoritisme dans les institutions étatiques. Selon la BAD, l'industrie du textile et de la mode pourrait générer 15,5 millions de dollars en Afrique et ces chiffres restent encore bien loin du 1,3 milliard de dollars que cette industrie pèse à l'échelle mondiale. Grâce à une forte capacité de production du coton, le marché du textile est un atout que les industriels africains veulent conquérir pour sortir des geôles de l'importation qui coûtent énormément à l'économie locale. Au Cameroun, la production de coton a atteint 11 812,2 tonnes en 2023, une matière propice à la production de vêtements en lin adaptés aux périodes de chaleur. Je vois des tenues africaines, ça valorise les tenues africaines. Je pense que ces tenues sont adaptées à mon tempérament, au climat en Afrique et voilà, et ça permet d'avoir en face des interlocuteurs qui ne se disent pas que vous êtes en bras de chemise. Il semble que ce soit le coton camerounais. Maintenant, si dans la transformation on a dû s'exporter, peut-être que Edimo peut, à partir de ce porte-avions-ci, lancer une initiative qui permet de transformer du coton localement pour faire un textile qui permet de faire ces jolis costumes, autant pour les hommes que pour les femmes. Ce serait pas mal. Loin des boutiques UP et autres étals de luxe, le commerce local se propose d'approvisionner le marché local avec des vêtements de qualité, haut de gamme, pour satisfaire une clientèle plus exigeante avec des produits à base de coton, des produits réalisés 100% localement. Il s'agit de faire valoir le savoir-faire local et donner de la plus-value à la production locale de matières premières pour in fine contribuer à la politique d'import-substitution que promeuvent les politiques africaines dans la perspective de l'atteinte de l'émergence du continent. La perspective, évidemment, c'est de voir les choses autrement et de pouvoir vêtir la population avec des tenues africaines haut de gamme et ne pas être complexé. Aujourd'hui, il faut le comprendre, en Italie, en 2022-23, l'industrie du luxe a généré près de 30 milliards d'euros. En Afrique aussi, dans cette industrie, nous pouvons arriver à faire quelque chose de bien et c'est ce que Edimo Design est en train de réaliser. L'industrialisation et la mécanisation des process demeurent l'un des freins principaux aux ambitions de développement du secteur du textile africain, comme de plusieurs autres, dont le potentiel devrait stimuler la croissance économique et l'emploi. Le jeune Kényan Emmanuel Wanyonyi devient le 3e homme le plus rapide de l'histoire du 800 mètres. À 19 ans, l'athlète médaillé d'argent des championnats du monde 2023 a couru le 800 mètres en 1 minute et 41 secondes samedi lors des essais olympiques d'athlétisme kényan. Il se qualifie ainsi pour les Jeux olympiques de Paris. Je vais me préparer correctement pour le mois qui reste. Je vais travailler ma vitesse et à Paris, nous allons vraiment courir.
Du côté des femmes, Faith Kipyegon, double championne du monde et détentrice du record du monde du 1500 mètres féminin, s'est imposée en 3 minutes et 53 secondes. Elle a déclaré qu'elle espérait pouvoir maintenir sa forme actuelle en vue des Jeux Olympiques. Je me suis même surprise, vous savez, je voulais courir le plus vite possible et voir ce qui était possible sur la ligne d'arrivée. Les gens pensent qu'on ne peut pas courir vite à haute altitude, mais je voulais voir si je pouvais courir vite ou si les conditions météorologiques allaient m'affecter de quelque manière que ce soit. Je remercie Dieu que cela n'ait pas été le cas. La championne du monde du 800 mètres, Mari Moraa, s'est également qualifiée pour Paris en 2e position et sa sœur, Sarah Moraa, en 3e.